Numéro 73 pour cet épisode de votre magazine. Et c'est la saison 2. Bienvenue. En guise de rappel, la semaine dernière, c'était le débat autour du thème « La contribution à l'effort de guerre au Sahel central ». Quel bilan ? Le premier élément qu'on peut noter ici, c'est l'équipement des volontaires pour la défense et de la patrie. Quand vous voyez ces volontaires pour la défense de la patrie, ils sont vraiment fiers à lui, ce qui n'était vraiment pas le cas. Les carburants, les primes, l'alimentation, les questions de santé, les questions d'indemnité. Il faut se dire que l'État a même pris une politique pour indemniser les familles, en tout cas des VDP qui tombent au front. Donc, globalement, il y a beaucoup de mesures de motivation. À la date d'aujourd'hui, au niveau du Fonds de solidarité, c'est plusieurs dizaines de milliards qui ont été recouvrés. Et avec les bilans qui sont fournis régulièrement, cela ne fait qu'encourager les citoyens nigériens. Au quotidien, c'est des dizaines de Nigériens qui se mobilisent pour financer ce fonds de solidarité. Aujourd'hui, nous savons pertinemment dans quelle situation économique difficile se trouve bien sûr le peuple malien. Imaginez, monsieur, un instant, des gens qui sont aujourd'hui déplacés chez nous, c'est des milliers de gens. Et ces gens-là sont dans les mêmes besoins en termes, bien évidemment, d'envoi d'argent, en termes d'appels téléphoniques aujourd'hui à Bamako. Si on doit également les imposer, bien qu'ils n'ont rien, à un taux de 10%, je vous assure que ce n'est pas aussi facile que ça. À côté de l'option militaire, le dialogue est souvent évoqué comme faisant partie des solutions à la crise sécuritaire. Nous en parlons cette semaine. Nos interlocuteurs nous disent ce qu'ils savent des efforts de dialogue sous les pouvoirs militaires. Aujourd'hui, il faut qu'ils se décident. J'userai de toute mon influence sur le Poulakou, pas seulement les Peuls, tous ceux qui sont de langue et de culture Peul. J'userai toute mon influence pour que tout le monde s'y mette. Je ferai tout pour que les grands hommes de culture islamique soient mobilisés. Amadou Koufa savait très bien que je connaissais d'autres. Dialoguer avec les terroristes, je ne pense pas que c'est une bonne initiative parce que nous avons pris un engagement de faire la guerre et pour vaincre les terroristes. Si nous dialoguons, et ils peuvent accepter hypocritement, disant qu'ils vont laisser les armes et après ils vont se lever contre nous. Donc je ne pense pas que dialoguer avec eux, c'est une bonne initiative. Tout va finir par le dialogue, mais souvent aussi il faut montrer vraiment sa force pour dire que c'est pas vous seulement qui pouvez faire vraiment du mal à des gens. Nous sommes là, nous sommes en train de protéger la population aussi. Il faut aller aussi frapper. Voilà, pas de dialogue possible. Voilà, par rapport à quelqu'un qui veut détruire un pays. Les Nigériens majoritairement ont demandé l'intervention du président Tchani pour arrêter la dérive. Jusqu'à présent, il fait comme si rien n'était. Les gens continuent à s'insulter, à s'attaquer, à se dénigrer, alors que nous avons des questions préoccupantes telles que la question sécuritaire qui est en train de prendre de l'ampleur au Niger. La solution militaire, le tout sécuritaire est en train de démontrer ses limites et ses insuffisances. Ceci dit, c'est une solution qui est indispensable, nécessaire dans certains contextes. Restez avec nous. Dans le Sahel, c'est avec le soutien de la Fondation Open Society. Les initiatives de dialogue assumées au sommet de l'État semblent avoir disparu dans les pays affectés par l'insécurité djihadiste. Au Mali, par exemple, depuis la fin de l'accord d'Alger, les négociations entre le gouvernement malien, les rebelles du Nord et les autres groupes armés non étatiques ont été rompues. Officiellement, en tout cas. Les militaires au pouvoir, à leur arrivée à la tête du pays, avaient décidé dans un premier temps d'aller vers la voie du dialogue avant d'adopter définitivement l'option militaire. Une voie qui ne garantit pas la paix, d'après plusieurs acteurs de la société civile et des observateurs maliens. Notre correspondant au Mali, Aliou Cham, a échangé avec les différents acteurs sur le sujet. Une année après leur prise de pouvoir, les militaires qui ont renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta avaient annoncé ouvertement leur intention de dialoguer avec les groupes armés non étatiques. Une décision qui avait été saluée à l'époque par cet acteur de la société civile. Nous avons eu raison très tôt. Et il me souviendra que pendant la rencontre organisée par le gouvernement en 2017, la conférence d'entente nationale, je lui ai dit devant tout le monde, il faut qu'on négocie
avec IAD et Koufa. Une initiative que le professeur Ali Nouhoum Diallo, personnalité influente du pays, s'est dit prête à accompagner. Aujourd'hui, il faut qu'il se décide. J'userai de toute mon influence sur le Poulakou, pas seulement les Peuls, tous ceux qui sont de langue et de culture Peul. J'userai toute mon influence pour que tout le monde s'y mette. Je ferai tout pour que les grands hommes de culture islamique soient mobilisés. Amadou Koufa savait très bien que je connaissais d'autres, comme Mohamed Abdou Zouber, Sidibé. Décidé, je n'attendrai même pas qu'on me mette en mission. Et tu peux dire à qui tu veux l'entendre, à qui veut l'entendre, que je suis prêt à accompagner mon gouvernement pour qu'on sorte de cette situation. Mais depuis l'expression de cette volonté, plus aucune action allant dans le sens de sa mise en œuvre n'a été posée publiquement. Les militaires qui dirigent le pays semblent avoir changé de stratégie en priorisant l'option armée. Nyanya Sen, chargé des programmes à WANEP, les réseaux ouest-africains pour l'édification de la paix, estime qu'il faut parfois des rapports de force sans pour autant éloigner le dialogue. On a toujours dit que le dialogue doit être favorisé, mais souvent il faut montrer à l'ennemi aussi ses forces. Parce que à bout de parler et qu'on revient toujours à la même chose, quand on parvient à montrer ce que nous pouvons faire et avec les dégâts que nous allons vraiment engendrer, donc en ce moment ils sauront qu'on a aussi des forces et en ce moment on va toujours aller vers les négociations, vers les dialogues. De tout va finir par le dialogue, mais souvent aussi il faut montrer vraiment sa force pour dire que c'est pas vous seulement qui pouvez faire vraiment du mal à des gens. Nous sommes là, nous sommes en train de protéger la population aussi. Il faut aller aussi frapper, si c'est pas des terroristes, de les faire venir sur la table pour qu'on puisse parler. Les armes continuent de crépiter dans le nord et le centre du pays, donnant l'impression que le pouvoir militaire et les groupes armés non étatiques ont écarté toute idée de dialogue. Selon l'analyste sécuritaire de l'Observatoire citoyen pour la bonne gouvernance et la sécurité, Baba Dakono, l'option militaire reste limitée pour éradiquer le terrorisme. La solution militaire à elle seule est insuffisante, est dite depuis des années. Donc aujourd'hui, encore plus qu'hier, la solution militaire, le tout sécuritaire est en train de démontrer ses limites et ses insuffisances. Ceci dit, c'est une solution qui est indispensable, nécessaire dans certains contextes, mais à elle seule ne permettra pas de venir à bout de cette insécurité-là. La possibilité existe toujours, il suffit juste d'identifier les bons interlocuteurs, mais la possibilité est liée à la volonté politique. Officiellement, c'est de privilégier l'option militaire, donc qui écarte toute autre solution, y compris le dialogue. En mai 2024, le dialogue intermalien initié par les autorités de transition avait été boycotté par les mouvements indépendantistes du Nord, désormais qualifiés par les militaires de terroristes. Les recommandations issues de ces assises avaient préconisé un dialogue avec tous les groupes armés combattants. De Bamako, Aliou Tcham pour la West Africa Democracy Radio. Faut-il engager un dialogue avec les groupes armés qui écument le Burkina Faso, cet autre pays du Sahel central? Les Burkinabés sont partagés sur la question. Certains sont convaincus que les armes à elles seules ne peuvent pas venir à bout du terrorisme. D'autres pensent le contraire. Aucune position de dialogue n'est à envisager. C'est d'ailleurs la position des autorités en place. Martin Kaba. Assis sous un hangar, Delphin Yen se dit préoccupé par la situation sécuritaire de sa région, le sud-ouest du Burkina Faso. Récemment, plusieurs personnes ont encore convergé vers la ville de Gawa en provenance de Digoué au regard des menaces des groupes armés. Cela, même s'il dit constater une certaine amélioration de la situation. Précisément au sud-ouest, on peut dire qu'il y a une amélioration. Les autorités, en tout cas de leur côté, font de leur mieux pour que cette crise soit absorbée. Cet homme de la trentaine espère une amélioration plus accrue pouvant permettre le retour définitif des déplacés dans leurs localités respectives. Et pour lui, cette amélioration passera nécessairement par la lutte armée contre les groupes terroristes. Il rejette donc tout dialogue avec ces groupes. Dialoguer avec les terroristes, je ne pense pas que c'est une bonne initiative parce que nous avons pris un engagement de faire la guerre et pour vaincre les terroristes. Si nous dialoguons, et ils peuvent accepter hypocritement, disant qu'ils vont laisser les armes et après ils vont se lever contre nous. Donc je ne pense pas que dialoguer avec eux
c'est une bonne initiative. Une position partagée par le point focal sécurité de la province du Poni, Sieda. Ce responsable associatif est également convaincu que le dialogue avec les groupes armés n'est pas une solution à la crise sécuritaire actuelle. Voilà, pas de dialogue possible. Voilà, par rapport à quelqu'un qui veut détruire un pays, je ne sais pas sur quoi qu'il se base pour quelqu'un qui a décidé de tuer des gens. Je ne sais pas c'est quel dialogue tu peux avoir avec cette personne. Je pense que la particularité de notre région, notre province et nos villages, c'est ça. Même si tu es le papa et on sent que tu changes radicalement, nous te dénonçons. Il n'y a pas de négociation possible. Mais Abdoulaye Konkobo voit les choses autrement. Cet entrepreneur basé dans la ville de Bobo-Dioulasso est convaincu que le dialogue peut bien aider à ramener la paix au Burkina Faso. Je pense que l'affrontement d'abord n'est pas une solution. Et voilà, je pense que c'est le dialogue. Et sans le dialogue, nous ne pouvons pas aller et nous ne pouvons rien faire. Voilà, je pense qu'à travers le dialogue, nous allons pouvoir quand même trouver des solutions et pour pouvoir faire passer cette crise. Sinon, avec l'affrontement entre les armes et les armées, en tout cas, je ne pense pas que c'est une solution pour finir une crise. Au-delà du dialogue avec les groupes armés, ce chef coutumier de la province du Houé entrevoit un dialogue entre les différentes communautés afin que tous les acteurs s'investissent pour le retour de la paix. En tout cas, il faut qu'on s'assoie pour dialoguer, pour discuter. S'il y avait ce dialogue, tout le monde saurait que les tueries ne sont pas des solutions. On verrait comment nous pouvons nous entraider pour atteindre l'objectif. Que chacun parle à son proche. Que nous soyons unis et que nous nous protégeons mutuellement. Nous perdons tous dans cette guerre parce que tu ne peux pas cohabiter avec quelqu'un pendant 100 ans ou 80 ans et aujourd'hui, vous serez des ennemis sous prétexte qu'il y a une crise. En 2022, sous le magistère du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, des comités de dialogue et de médiation avaient été installés dans les zones à fort défi sécuritaire. Ces comités réunissant les personnes ressources de ces localités avaient pour objectif d'entamer le dialogue avec les groupes armés en vue d'un rétablissement de la paix. Mais ce projet a été stoppé après la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Pour les autorités actuelles, aucun dialogue n'est possible avec les groupes armés, même si elles donnent la possibilité aux éventuels repentis de déposer les armes. Vous l'avez dit, Martin Kaba, au Burkina Faso, c'est bien la voie exclusive de la lutte armée qui est adoptée par les autorités. Pourquoi cette option? Les explications du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une interview avec la presse nationale. Ce qui se passe au Burkina est que, je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés qui sont assis tranquillement chez eux ou qui voyagent ou autres. On les arrête, on les assassine. Et comment on peut négocier avec des gens qui font ça? Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque, et ces valeurs-là ne se négocient pas. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Ceux qui font ces exactions doivent comprendre que nous n'allons jamais négocier cela. Je le dis et je le répète, la vocation n'est pas de tuer. Aujourd'hui, nous souhaitons que ceux qui sont engagés avec ces groupes-là, qui ne sont pas vraiment convaincus, parce qu'ils ne défendent rien, il n'y a aucun idéal qui est défendu. Dire à des gens de venir ôter la vie à des créatures que Dieu a fait, eux-mêmes qui prétendent connaître Dieu, je ne pense pas que ça, c'est écrit quelque part. Donc qu'ils comprennent que ce n'est aucunement un message venu de nulle part, c'est juste des intérêts de certaines personnes obscures qu'ils servent. Et ces individus, s'ils comprennent le message, qu'ils puissent quitter ces rangs, nous sommes prêts à les accueillir, à les remettre dans la société pour qu'ils puissent travailler au profit de toute la société. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui veulent déposer les armes, nous sommes ouverts et nous allons trouver le canal nécessaire pour qu'ils puissent appeler ou se rendre et puis le faire. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Au Niger, des populations se disent aussi favorables à l'instauration d'un dialogue avec les fils du pays qui se rebellent. D'autant que l'inquiétude est perceptible dans plusieurs localités de la région de Tillabéri, comme Makalondi, près de la frontière avec le Burkina Faso.
la crainte des attaques demeure. Murtala Zubero. Des Nigériens estiment aujourd'hui que le besoin de dialogue se ressent. Cela pourrait être l'un des éléments essentiels à une transition réussie. L'acteur de la société civile, Abdraman Idi Hassan, coordinateur national du mouvement national pour un Niger juste et équitable. Mais depuis l'avènement des régimes militaires, nous ne sentons pas de dialogue. Parce que nous avons l'impression comme si tout ce que ces militaires font là, ils décident au sein de leur conseil consultatif ou bien au sein de leur CNSP et ils viennent imposer ça aux Nigériens. Vous avez vu, depuis que le président Tchani a eu le titre de président de la République, il a même cessé de communiquer. Il ne communique plus avec les Nigériens. On n'entend que des décrets, des ordonnances et des décisions qu'ils prennent. Par rapport à tout ce qui est en train de se passer, nous, on ne voit pas de dialogue entre les Nigériens. Il n'y a pas de dialogue. Si vous vous rappelez de l'article 12 qui a fait polémique au Niger, les Nigériens majoritairement ont demandé l'intervention du président Tchani pour arrêter la dérive. Jusqu'à présent, il fait comme si rien n'était. Les gens continuent à s'insulter, à s'attaquer, à se dénigrer, alors que nous avons des questions préoccupantes telles que la question sécuritaire qui est en train de prendre de l'ampleur au Niger. Pour l'analyste nigérien des questions sécuritaires Amadamou, le dialogue doit être une priorité. Pour lui, les pays dirigés par les militaires doivent s'engager sur la voie du dialogue. Quelle que soit la situation, quel que soit le caractère tendu d'une situation, le dialogue est toujours nécessaire et les pays des États de l'Alliance du Sahel ou les pays gouvernés par les militaires doivent justement continuer à dialoguer avec leurs partenaires, même si ils vont exiger que cela doit se faire dans le respect mutuel, mais également en toute souveraineté. Le Niger a besoin de payer des armes, le Niger a besoin de s'équiper en matériel, mais également le Niger a besoin de beaucoup d'autres choses qui ne sont pas disponibles sur le territoire nigérien ou qui ne sont pas fabriquées sur le territoire nigérien et dont l'acquisition est vitale pour notre pays. D'où ce qui fait que le dialogue est vraiment incontournable. D'autres Nigériens se félicitent déjà des efforts de dialogue amorcés par le pays depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Il faut le rappeler, l'un des premiers points de réussite de la transition militaire en cours de notre pays, c'est d'avoir pris des mesures courageuses pour réaffirmer la souveraineté de notre pays. Cela a réconforté beaucoup de Nigériens sur la volonté du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'asseoir véritablement un pouvoir souverain vis-à-vis de ces puissances. Depuis l'arrivée du CNSP, les gens se sont dit bon, il va falloir que dorénavant que le Niger puisse affirmer et confirmer sa souveraineté et qu'aucun pays, je dis bien, ne peut prétendre avoir une influence sur nous. Ça c'est fini et je pense que l'arrivée du CNSP a donné plus d'importance à cet état de fait. Arrivés au pouvoir après avoir renversé le régime du président Mohamed Bazoum, les militaires regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie multiplient les actions pour une sortie des crises, même si aujourd'hui beaucoup restent encore sceptiques. De Niamey, Murtala Zubero pour West Africa, Démocratie Radio. L'invité spécial, c'est Faïrama Rodrigue Koné. Il est le chef du projet Sahel au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité. Notre première question est la suivante. Est-ce que le dialogue fait partie des stratégies des pouvoirs militaires en place au Sahel central? À la tête de ces États sont présents des régimes militaires qui ont fait un diagnostic dès le départ de l'affaiblissement de l'outil militaire face à la menace. Donc, ces régimes militaires ont davantage articulé l'option militarisée pour lutter contre ces groupes. Et on n'a pas encore vu réellement. Il y a des cas d'exception, par exemple au Burkina, quand premier coup d'État, le dialogue était envisagé comme un second pilier de la stratégie. Et plus récemment au Niger, il y a eu le désir des autorités de pouvoir avancer, reprendre le processus DDR qui est un héritage un peu du pouvoir passé. Si cette stratégie de dialogue n'est pas explicitement articulée et ne fait pas officiellement partie de la stratégie globale de lutte, elle est envisagée dans des contextes bien particuliers. Comment comprendre que cela ne soit pas une priorité
pour des pouvoirs qui ont avancé comme raison, entre autres, l'impuissance des pouvoirs civils face au terrorisme pour pouvoir s'emparer de l'appareil d'État? Oui, tout à fait. Je pense que tout part du diagnostic que ces régimes militaires ont fait dès le départ. Il faut se rappeler que ces armées, déjà faibles, avec peu d'investissement, peu d'équipement, n'étaient pas les acteurs en première ligne de front de la lutte depuis le début de cette insurrection djihadiste. La communauté internationale, notamment les armées occidentales qui étaient dans le Sahel, la France en particulier, étaient en première ligne, mais sans équiper véritablement ces armées. Donc, les officiers qui étaient au cœur un peu de cette lutte, leur diagnostic de départ a été de dire que nous n'avons pas suffisamment d'équipement militaire, il faudrait que nous renforcer de ce niveau pour pouvoir au moins mettre la pression sur les groupes et progressivement renverser le rapport de force à notre avantage. Je pense que c'est ce diagnostic qui a été fait. Seulement que cette lutte armée contre une guerre qui est asymétrique, la réponse militaire est toujours difficile. Les plus grandes armées qui ont fait face aux insurrections n'ont pas toujours réussi à les vaincre. L'Algérie, par exemple, qui pendant 10 ans a lutté contre les groupes, a finalement adopté une politique de concorde nationale, tout comme en Mauritanie, où le dialogue doctrinal a prévalu. Donc, la réalité de fait de ce type de menace invite à non seulement mettre la pression militaire, mais à engager aussi d'autres options. Fairama Rodrigue Koné reste qu'à la base, surtout dans le centre du Mali, des communautés négocient directement avec des groupes djihadistes pour avoir la paix. Tout à fait. Je pense que les accords locaux sont multiples. Hein. Ils sont tout aussi présents au Mali, au Burkina et même au Niger. Mais ces accords-là demeurent fragiles tant qu'ils ne sont pas articulés dans une stratégie étatique cohérente. Donc, ils peuvent prévaloir et permettre d'établir une accalmie. Il permet aux populations locales de vaquer à leurs occupations, aller dans les champs, ainsi de suite. Mais il reste ils sont en faveur des groupes qui imposent, djihadistes qui imposent l'ordre à ces populations qui, dépourvues de force, sont obligés alors d'accepter les règles qui sont définies. Pour que ce dialogue soit durable, qu'il soit productif et qu'il soit je dirais, il soit effectif pour une stabilité de long terme, il faudrait donc qu'il y ait un engagement de l'État. Prenons l'exemple des notabilités au Sahel central et les femmes. Elles constituent des maillons importants dans le processus de dialogue. Faut-il que les États les priorisent pour plus de résultats concrets? Je pense que c'est une approche holistique qu'il faut mettre en place. Par approche holistique, nous entendons donc une mobilisation de l'outil militaire. Il faut avoir des approches complémentaires qui intègrent un ensemble de composantes avec des acteurs divers et des responsabilités bien particulières. Bien entendu, les femmes ont un rôle important à jouer. On a vu dans les dialogues locaux, par exemple au Mali, quelles sont une des clés décisives pour pouvoir enclencher ces dialogues, mais parfois pour pouvoir ensuite négocier la manière dont les règles sont appliquées quand elles sont imposées. Donc, elles jouent un rôle bien évidemment stratégique, tout comme les leaders communautaires qui sont les garants ou les représentants des populations au niveau local qui peuvent avoir une position privilégiée pour pouvoir discuter et échanger avec ces acteurs. N'oublions pas que la menace aussi qui se déroule au Sahel, qui se vit au Sahel, est une menace qui intègre aussi des dimensions communautaires très fortes. Fairama Rodrigue Koné, chef du projet Sahel au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité. Ce numéro de votre magazine s'achève. Nous avons parlé des efforts de dialogue sous les pouvoirs militaires. Émission réalisée avec le soutien de la Fondation Open Society, à écouter quand vous voulez sur wadr.org. Rejoignez-nous sur notre page Facebook
WADR Service français ou écrivez-nous à l'adresse mail wadr@wadr.org. Notre numéro WhatsApp, plus 221 77 569 77 72. Plus 221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut